Olá, boas-vindas ao Sesc 14 Bis, no Teatro Raul Cortez. Agradecemos a todas as pessoas presentes e as que nos assistem na transmissão online. Registramos a presença da cônsul-geral da Alemanha, Martina Hackeberg, do cônsul-geral da Espanha, Gonzalo Moro Aguilar, do secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento, Sérgio Pinheiro Firpo, do deputado estadual Eduardo Suplicy, e também da diretora executiva do Museu da Língua Portuguesa, Renata Mota. Esta palestra, Adaptação Climática, Justiça Climática, com a professora Esther Duflo, é uma iniciativa do Laboratório de Ação contra a Pobreza Abdul Latif Jamil, o JPOL, e do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, da Universidade de São Paulo, do Consulado Geral da França em São Paulo e do Serviço Social do Comércio de São Paulo. Para a fala de abertura, convidamos o diretor regional do SESC São Paulo, senhor Luiz Galina. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma satisfação muito grande o SESC acolher essa palestra da economista Esther Duflo. Como introdução, o SESC 14 Bis, onde estamos nesse momento, é uma das unidades mais novas do SESC. Nós estamos aqui desde novembro do ano passado. Esse prédio anteriormente era a sede da Federação do Comércio, e a partir de novembro do ano passado, esse prédio passou para a administração do SESC, Serviço Social do Comércio, e aqui temos, então, em todos os andares, esse centro cultural, mais esse centro cultural do SESC. Está em processo de construção ainda, teremos mais atividades aqui, vamos construir um restaurante, clínicas odontológicas, tudo o que o SESC faz em suas unidades. Mas eu gostaria de destacar, o Teatro Raul Cortez está aqui nesse prédio há 17 anos, né? Temos esse nome tão importante do nosso teatro, Raul Cortez, mas desde novembro, então, esse teatro passou a fazer parte da rede SESC de teatros do estado de São Paulo. E há uma característica muito interessante em relação a esse evento, né? De certa maneira, nós estamos agora, nesse momento, apresentando aqui no Teatro Raul Cortez uma temporada da Fernanda Montenegro, lendo uma obra, fazendo uma leitura da obra de Simone de Beauvoir, Cerimônia do Adeus. Então, de certa maneira, trazendo para cá, né, o pensamento, a vivência dessa filósofa tão importante do século XX, Simone de Beauvoir, né? Então, de certa maneira, a partir do momento que esse teatro passa para a rede SESC de teatros, a Simone de Beauvoir, a Fernanda Montenegro, estão batizando esse palco tão importante, né? Já foi, é e continuará sendo esse palco tão importante. E bebendo da cultura francesa, que é tão importante para todos nós, né? Esses filósofos da França, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, né? E, por coincidência, também, de certa maneira, batizando nessa linha de seminários, de momentos de reflexão, de pensamento, né? Trazendo a Esther Duflo, também de Paris, também da França, trazendo-nos a sua experiência, o seu conhecimento, as suas reflexões nesse tema tão importante que é o combate à pobreza, o combate às injustiças. E, nesse aspecto, esse é um conjunto de atividades muito caras ao SESC, né? A nossa missão, desde a nossa criação em 1946, iniciativa dos empresários do comércio, serviços e turismo, é promover ações que facilitem o desenvolvimento social das pessoas, né? Promovam o bem-estar das pessoas e promovam também a qualidade de vida das pessoas. Então,
de um jeito nós estamos fazendo isso com o teatro, e de um jeito estamos fazendo, e a Simone Beauvoir, né, e a Fernanda Montenegro, e de outro jeito estamos fazendo também nessa escola do pensamento francês relacionado à economia, à sociologia, né, com a presença de Esther Duflo. Então, isso é motivo de muita honra e, sem dúvida, isso marcará esse teatro do Sesc Raul Cortez, que já tem história, mas essa história é valorizada por Simone Beauvoir, Fernanda Montenegro e a nossa economista Esther Duflo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas a todas as autoridades e pessoas aqui presentes. Agradeço ao cônsul-geral da França, Yves Tessier d'Orfey, pela parceria, ao pró-reitor de Pesquisa e Inovação da USP, Paulo Alberto Nussenweig. Nós temos uma parceria já histórica também, tanto com o consulado francês como com a Universidade de São Paulo, em várias frentes de trabalho. E a diretora executiva do JPOL para a América Latina e Caribe, deixa-me ver aqui o nome, da Paula Pedro, né, diretora executiva do JPAL, também essa entidade que está parceira nossa nessa atividade. O agradecimento mais especial vai para Esther Duflo, né? Quero também lembrar aqui da nossa parceira Cristine Pinto, diretora de pesquisa e pós-graduação do INSPER, que agradecemos muito também a parceria nesse evento. E o agradecimento, claro, mais especial vai para Esther Duflo, que temos a satisfação de receber no Sesc nesta manhã, uma pessoa que não apenas é uma das maiores personalidades da economia no mundo atual, mas cujas pesquisas e contribuições fundamentais vão ao encontro daquilo que o próprio Sesc representa como instituição. Citando aqui um trecho do livro da Esther Duflo, falar dos problemas do mundo sem falar sobre algumas soluções acessíveis é o caminho para a paralisia e não para o progresso, como nos diz então Esther Duflo nesse seu livro A Economia dos Pobres. E nesse contexto eu exalto a iniciativa dos empresários visionários, né, que ao final da Segunda Guerra Mundial, do século passado, tiveram a iniciativa de criar o Serviço Social do Comércio, assim como o Serviço Social da Indústria, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? O SESC, SESI, SENAI e SENAC, instituições que estão há quase 8 décadas promovendo e contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e cultural do país. Em relação ao SESC, os 42 centros do SESC no estado de São Paulo, os 42 centros socioculturais do SESC, e há ainda 10 em projetos e em construção, estamos expandindo a nossa rede física, nós recebemos cerca de 600 mil pessoas por semana nessas 42 unidades, participando das mais diversas atividades culturais, sociais, recreativas, esportivas, de saúde, na área de alimentação e na área de odontologia, né? Além das atividades artísticas, esportivas, seminários e debates, educação socioambiental e outras áreas de educação não formal para todas as faixas etárias. O SESC fundou há 30 anos o SESC Mesa Brasil. É um programa interessante de combate ao desperdício de alimentos que se estrutura por um mecanismo muito simples: incentivar a doação de empresas nesse circuito da produção de alimentos, seja na agricultura, seja no comércio, seja na distribuição, né? Então, incentivar a doação de empresas e organizar uma logística de redistribuição de alimentos e capacitação de agentes sociais e de saúde para o melhor aproveitamento nutritivo junto a organizações que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós colhemos os alimentos de empresas que estão nesse circuito da produção de alimentos, produção, distribuição, comercialização, alimentos que seriam, pelos prazos de validade, às vezes desperdiçados, né, mas que estão em boas condições nutritivas. Nós temos todo um corpo de nutricionistas que garantem isso. Nós colhemos esses alimentos
numa estrutura de logística, a gente distribui, de preferência, no mesmo dia, para entidades sociais que produzem refeições para pessoas carentes. Isso são milhares de toneladas todos os anos que conseguimos aproveitar e evitar o desperdício. Falando também num dos campos de ação do SESC, no campo da educação, no caso de São Paulo, não formal, em 1963, Paulo Freire nos provou a capacidade do ser humano ao alfabetizar 300 adultos em 40 horas de estudo na pequena cidade rural de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro. As 40 horas de Angicos são retratadas também em um dos capítulos da série Paulo Freire, Um Homem do Mundo, feita em parceria com o Consulado-Geral da Suíça e disponível gratuitamente para todo o Brasil na plataforma Sesc Digital. Nela podemos ver o encantamento e a sede de conhecimento de pessoas e a sede de conhecimento de pessoas que até então não haviam tido oportunidade de estudo, né? O SESC atua em diferentes frentes que sustentam a vida cotidiana e desempenha um papel importante de promover oportunidades para as pessoas. Segundo o geógrafo Milton Santos, que, aliás, abriu o Congresso Mundial de Lacer no SESC Vila Mariana em 1998, citando o Milton Santos, aspas, o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. E é justamente por acreditar, assim como Esther Duflo, em que é possível tornar o mundo um lugar melhor, precisamos atuar de forma constante e obstinada, assumindo nossa responsabilidade e somando esforços em uma cadeia que esperamos desenvolva mecanismos que promovam a equidade entre as mais diversas populações e a justiça social. Então, que a palestra da nossa convidada Esther Duflo nos mobilize, nos incentive e nos aprimore para que a gente busque soluções para combater essa questão da pobreza, a questão da desigualdade social, e aqui no caso do Brasil também, a desigualdade social está muito relacionada à questão racial, né? Então, essa palestra nos estimule a ações efetivas de combate a essas desigualdades e essas injustiças. Muito obrigado, boa palestra para todos nós. Agradecemos as palavras do diretor regional do SESC São Paulo, senhor Luiz Galina, e antes de seguirmos, nós registramos a presença da cônsul-geral da Bélgica, Valentine Monger. Convidamos também para esta abertura o cônsul-geral da França em São Paulo, o senhor Yves Tessier-Dorfel. Obrigado. Merci beaucoup. Merci à Luiz Galina, directeur du SESC São Paulo, et merci à toute l'équipe du SESC São Paulo de nous accueillir ici dans cette très belle nouvelle unité. Merci également à tous les autres partenaires de cet événement, à G-Paul, INSPER et à l'Université de São Paulo. C'est une grande fierté d'avoir parmi nous Esther Duflo aujourd'hui, présidente de l'école d'économie de Paris, prix Nobel d'économie 2019, plus jeune prix Nobel d'économie de l'histoire, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Pauvreté et politique publique. Vous me disiez tout à l'heure que c'était votre première visite au Brésil, mais vous êtes déjà bien connu au Brésil. Plusieurs de vos livres sont traduits en portugais et vous avez été récemment, en avril dernier, invité par la présidence brésilienne du G20 pour une conférence au cours de laquelle vous avez développé cette idée de taxation des multinationales les plus rentables, des super riches, pour financer des mécanismes de lutte contre les catastrophes climatiques dans les pays les plus vulnérables. Et c'est ça que vous allez sans doute développer
aujourd'hui devant nous. Donc, et je me réjouis de cette thématique qui se trouve être également une des trois thématiques choisies par les présidents français et brésiliens pour l'année France-Brésil en 2025. Donc la thématique climatique, transition écologique sera au cœur de cette saison France-Brésil que nous sommes en train de préparer et je me réjouis. Cette conférence d'aujourd'hui vient un peu en prélude à cette saison France-Brésil 2025. Merci beaucoup Esther Duflo de nous offrir cette conférence aujourd'hui. Merci. Agradecemos a fala do cônsul-geral da França em São Paulo, Sr. Yves Tessier-Dorfel, e agora temos o prazer de convidar a economista franco-americana, vencedora do Prêmio Nobel de Economia em 2019, por sua maneira de pensar a pobreza, cofundadora do J-PAL, a professora Esther Duflo. Buen día a todas, buen día a todos. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord au CESC de nous recevoir ici. Merci au Consulat de France de rendre cet événement possible et à toute l'équipe de J-PAL pour leur travail ici et l'organisation évidemment de cet événement. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est effectivement cette question de la dette morale qui nous oblige vis-à-vis des citoyens les plus pauvres du monde dû aux effets du changement climatique qui leur pèsent. Vous êtes bien placés, évidemment, mieux que tous au Brésil pour savoir que le changement climatique, c'est plus le futur. Le changement climatique, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous avez vu les inondations terribles d'abord, puis la chaleur incroyable de 60 degrés Celsius qui a conduit au décès d'une jeune fille pendant le concert de Taylor Swift. Et enfin, l'inondation du Rio Grande et juste cette semaine-ci, les incendies. Donc vous avez tout vu, la chaleur extrême, les inondations, les incendies. Donc, étant ici au Brésil, il est absolument impossible d'ignorer le fait que les perturbations du changement climatique dans leurs diverses manifestations affectent déjà nos existences de manière fondamentale. Alors on peut se dire, oui, c'est effectivement le changement climatique, donc c'est pas le futur et c'est pas seulement le passé. Donc évidemment, le changement climatique est dû à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère et c'est toute l'accumulation de tout le passé qui compte. Et donc évidemment, toutes les accumulations du passé sont essentiellement dues aux pays qui sont aujourd'hui les pays industrialisés, les pays de l'OCDE, qui ont suivi une trajectoire de développement qui était extraordinairement intense en émissions de carbone. Mais souvent, une fois qu'on a dit ça, on se dit « Ah oui, c'est bien dommage, il y a quand même un passif des pays qui sont aujourd'hui les pays du Nord, les pays de l'OCDE, les pays industrialisés, les plus industrialisés. Mais bon, ben voilà, c'est le passif du passé, faisons table rase. John Kerry, l'ancien ambassadeur de Joe Biden pour le climat, a été très très clair que les États-Unis ne paieraient jamais de réparation. Donc finalement, ce qui compte, c'est le présent. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que oui, effectivement, dans le passé, les émissions sont essentiellement dues aux pays qui sont les plus riches aujourd'hui. Mais aujourd'hui, finalement, la Chine est un très grand émetteur. L'Inde n'est pas très loin derrière, évidemment en termes de pays, mais même en termes d'émissions par tête. Donc, même si dans le passé, il y a un passif des pays aujourd'hui riches, aujourd'hui, finalement, le problème est beaucoup plus distribué. Et finalement, et dans le futur, encore plus, ce sont les pays qui sont aujourd'hui
à bas aux moyens revenus qui devront faire des efforts par rapport à leur trajectoire si on veut maîtriser les émissions de carbone. Et je voudrais commencer par dire que ce n'est pas nécessairement une représentation très correcte de même la réalité des flux aujourd'hui. Parce qu'effectivement, c'est vrai que la Chine est un des plus gros producteurs d'émissions, même par tête. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi un énorme exportateur d'émissions. Parce que quand on calcule les émissions, en général, quand vous voyez une carte des émissions par territoire, ce n'est pas celle-là. Quand on voit en général une carte des émissions par territoire, ce qu'on voit, c'est les émissions produites dans le pays. Donc effectivement, si la Chine produit des biens, des voitures électriques par exemple, il y a des émissions qui sont produites dans ce cours-là. Donc là, l'empreinte carbone au niveau à la fois individuel et surtout au niveau national qu'on voit le plus souvent, c'est cette empreinte carbone réelle. Par exemple, si vous conduisez votre voiture électrique, l'empreinte carbone de base, c'est juste les émissions qui ont lieu quand vous conduisez cette voiture. Or, si c'est une voiture électrique, il n'y a pas d'émissions. Il y a une notion d'empreinte carbone un peu plus large qui dit qu'il va falloir aussi quand même compter les émissions qui ont eu lieu quand on a produit cette électricité. Et puis une troisième qui dit non, ce qui compte, c'est l'empreinte carbone totale, c'est-à-dire on doit prendre en compte aussi les émissions qui ont été émises quand cette voiture a été fabriquée. Alors, pour calculer l'empreinte carbone totale, c'est forcément un petit peu plus compliqué, hein, parce qu'il faut commencer par utiliser les flux de commerce international pour voir où sont produites les choses et où sont consommées les choses. Et puis après, si on veut le faire même au niveau individuel pour se donner une idée de la distribution des émissions dans toute la distribution des revenus à l'intérieur, dans le monde ou à l'intérieur de chaque pays, il faut commencer à se dire, il faut utiliser forcément des données d'enquête qui nous disent comment l'empreinte carbone totale de quelqu'un change en fonction de son revenu. Donc en regardant en fonction de son revenu, qu'est-ce que les gens consomment en fonction de leur revenu, qu'est-ce qu'ils ont tendance à consommer comme biens, et ces biens produisent quoi comme carbone. Donc il y a plusieurs équipes qui ont fait ça, dont l'équipe de Lucas Chancel et aussi l'équipe de Bruckner à la Banque mondiale. Et quand on fait ça, on se constate deux choses. D'ailleurs, d'abord, il y a une énorme inégalité de l'empreinte carbone au niveau international, que vous voyez sur cette carte. Donc ça, c'est l'empreinte carbone totale. On voit que donc, plus on est en bleu, plus le pays est bleu, plus l'empreinte carbone est faible. Plus le pays est rouge, plus l'empreinte carbone est importante. Et donc on voit les États-Unis en rouge fluo, là. Le Brésil en vert clair, donc dans le pas très intensif, l'Afrique en bleu, et même la Chine, qu'on considère en général comme un grand émetteur, apparaît comme beaucoup moins émetteur qu'elle l'aurait été autrement. Parce qu'on tient en compte du fait qu'une grosse partie de ces émissions sont dans le service de notre consommation. Au-delà de ça, il y a aussi une grande inégalité des émissions de carbone, même à l'intérieur des pays. Parce que plus les gens sont riches, plus ils consomment. Leur consommation, forcément, leur consommation n'augmente pas. Les émissions des plus riches ne sont pas forcément 1 pour 1 avec leur consommation, mais quand même, ça augmente avec leur consommation. Donc au total, plus les gens sont riches, plus ils consomment. Comme les inégalités ont augmenté à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays, dans les années 90, la plupart des inégalités des émissions étaient dues aux différences entre pays, mais aujourd'hui, il y a aussi des différences importantes à l'intérieur des pays, où quelqu'un qui est extrêmement riche, par exemple en France, est responsable de beaucoup plus de carbone que quelqu'un qui est pauvre ou qui consomme de toute façon de moins en moins. Donc aujourd'hui, en 2019, 64% de l'inégalité totale des émissions sont à l'intérieur des pays et un tiers sont entre les pays. Ça, c'est des travaux de Lucas Chancel. Au total, comment résumer cette situation ? Eh bien, il y a extraordinairement les inégalités entre émetteurs sont extrêmement fortes.
une façon de résumer cela, c'est une personne qui est riche aux États-Unis, c'est-à-dire une personne qui est dans le décile supérieur de la distribution des revenus aux États-Unis, est responsable de 122 fois plus d'émissions de carbone qu'un habitant qu'un habitant d'Afrique dans la partie la plus faible de la distribution. Donc vous comparez un Américain plutôt aisé avec un Africain plutôt pas aisé, l'Américain émet 122 fois plus de carbone que cet Africain. Donc au total, on voit de très fortes inégalités. Une façon de se souvenir de ces nombres, c'est que les 10% les plus riches, qui sont les 10% les plus émetteurs, sont responsables d'à peu près 50% des émissions globales, et les 50% les moins émetteurs sont responsables d'à peu près 10% des émissions globales. Donc si vous voulez vous souvenir de cela, c'est la règle des 10-50 qui marche de manière pratique, marche dans les deux sens. Donc ça montre cette extraordinaire inégalité aujourd'hui encore de la contribution au changement climatique. Ce qui signifie, et c'est très important, que il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de choix à faire entre la réduction des inégalités extrêmes, la réduction de la pauvreté, l'abolition de la pauvreté extrême et le changement climatique. Donc les calculs de Bruckner suggèrent que si on arrivait à atteindre l'objectif d'une élimination complète de la pauvreté extrême, c'est-à-dire s'il n'y avait plus personne qui vivait avec moins de $2 par jour et par personne, les émissions n'augmenteraient que de 2%. Même si on arrivait à des buts beaucoup plus ambitieux, par exemple 3% qu'il n'y ait plus personne qui vive avec moins de $3 par jour, les émissions n'augmenteraient que de 5%. Ce qui correspondrait à un effort très faible pour nous. Donc ça, c'est le premier aspect du problème. Aujourd'hui encore, et pas seulement dans le passé, il y a une extraordinaire inégalité des contributions aux émissions qui causent le changement climatique. Il y a aussi, par ailleurs, une extraordinaire inégalité des conséquences du changement climatique qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est les gens qui contribuent le moins au changement climatique, les citoyens les plus pauvres du monde, qui en souffrent le plus. Pourquoi cela ? D'abord parce qu'ils habitent dans des endroits où il fait déjà chaud. Aujourd'hui, sur cette carte, vous voyez les températures actuelles et en particulier le nombre de jours qui sont au-delà de 32 degrés centigrades, qui est la température qui commence à devenir mauvaise pour la vie humaine, en particulier si elle s'accompagne d'une certaine humidité. Et on voit que les endroits où il y a beaucoup de pauvres, en particulier vous prenez l'Afrique, de l'ouest de l'Afrique jusqu'à la Corne de l'Afrique, vous voyez l'Inde, le Pakistan, un petit peu le nord-est du Brésil, sont des endroits où aujourd'hui il fait déjà chaud. Ce qui signifie que quand la Terre va se réchauffer, au fur et à mesure que la Terre se réchauffe pas de manière exactement linéaire partout, mais c'est une approximation à peu près correcte, on voit que ces régions, d'ici par exemple 2100, ces régions où habitent le maximum de pauvres, vont les régions qui vont connaître le plus d'augmentation du nombre de ces jours très chauds. Parce que forcément, si vous partez de 20 degrés et qu'il ne fait jamais 30 degrés chez vous, même si la température se réchauffe de 4 degrés, en moyenne, il fera 24 et vous ne serez toujours pas à 30. Sinon, si vous êtes dans un endroit où il y a déjà beaucoup de jours qui sont à 28, vous en aurez beaucoup plus à 32. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les personnes ne sont pas du tout égales devant la chaleur. Donc ça, c'est une photo de Sao Paulo, si je ne me trompe pas, qui montre des personnes qui travaillent dans la chaleur et qu'on voit vers le fond les tours où les gens travaillent dans des bureaux qui ont l'air conditionné. C'est à l'intérieur des pays, c'est vrai que les personnes les plus riches
ont l'air conditionné chez eux, peuvent ne pas travailler s'il fait vraiment trop chaud, ou travaillent dans des endroits qui sont frais, alors que les personnes les plus pauvres n'ont pas l'air conditionné chez eux et doivent continuer à travailler dehors dans des travaux physiques. Donc ça, c'est vrai. On voit j'aime bien cette photo parce qu'elle illustre vraiment le contraste à l'intérieur des pays, et c'est vrai évidemment aussi à l'extérieur. Il y a plus de gens au Pakistan, s'il fait très chaud, il y a plus de gens qui doivent travailler dans la construction, qui doivent aller dans les champs, etc., et qui ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler. Donc quand on combine ces deux, même pour ce qui est des températures, parce que les gens vivent dans des circonstances, dans un environnement bâti qui est différent, même pour ce qui est des températures, on voit ça aussi sur le Brésil, on voit que dans ce quartier de Guaratiba, où 40% de la population est blanche, les températures ressenties le jour du 14 novembre étaient de 58,5, alors que dans le quartier Jardin Botanique, où 83% de la population est identifiée comme blanche, les températures étaient de 45 degrés. Bon, c'est quand même chaud, hein, mais on voit une différence de 10 degrés, parce que le bâti est différent, parce qu'il y a des verres, etc. Donc il y a aussi une dimension raciale qui est forte dans d'autres pays. Ça peut être une dimension communautaire et toujours une dimension économique. Si on combine ces deux facteurs, le fait que d'une part, ces pays où habitent la majorité des pauvres du monde vont connaître plus de jours extrêmement chauds, et d'autre part, qu'ils sont moins à même de se protéger contre ces jours extrêmement chauds parce qu'ils n'ont pas le revenu pour s'en protéger, on obtient cette carte qui vient du travail de Tama Carlton et d'une vingtaine de co-auteurs avec elle, donc du Global Impact Lab, qui est une collaboration d'économistes, de scientifiques du climat, etc., qui essaye de prédire quelle sera l'augmentation de la mortalité dans toutes les régions du monde d'ici 2100. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une carte qui a vraiment, disons, fait une très très forte impression sur moi, parce qu'on voit que les effets sur la mortalité prévus sont entièrement concentrés dans ces endroits où il y a plus de pauvres, donc en particulier en Afrique, en Asie du Sud, vous voyez, dans d'autres régions d'Amérique latine. C'est là où on va avoir le plus de morts. Et dans les régions, par exemple même le nord de la France, et la plupart de la France, on va avoir plutôt une diminution de la mortalité d'ici 2100. Alors vous vous demandez pourquoi, parce qu'il y a quand même des gens qui meurent de canicule, c'est vrai, mais les hivers étant plus doux, on va aussi avoir moins de gens qui meurent de froid, qui meurent pendant les vagues de froid. Au total, ces estimations nous suggèrent qu'il y aura 6 millions de morts en plus dus au changement climatique, 6 millions qui seront entièrement localisés à l'extérieur de l'OCDE. Donc d'un côté, la responsabilité des émissions vient essentiellement des citoyens les plus riches. Certains habitent dans les pays riches, d'autres habitent dans les pays pauvres, mais il y en a beaucoup dans les pays riches. De l'autre, c'est les citoyens les plus pauvres du monde, donc beaucoup habitent dans des pays pauvres, qui en souffrent. Donc ce n'est pas une situation qui est tenable, qui est moralement acceptable. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est un petit peu une déformation d'économiste, d'essayer de mettre des chiffres sur tout. C'est de dire, voilà, imaginez qu'on mette un prix sur une vie humaine et qu'on arrive de cette mesure-là à calculer les dommages financiers liés à la perte en vie humaine d'une tonne de carbone. Alors comment on fait ça ? On se dit, voilà, j'envoie une tonne de carbone, ça contribue à réchauffer le climat. Ça, c'est les modèles de changement climatique qui nous disent exactement quel est l'effet d'une tonne de carbone. C'est à peu près linéaire, une tonne de carbone et une tonne de carbone. Contribue à réchauffer le climat. Ça contribue à augmenter la mortalité et on va donner un prix à cette mortalité. Comment on trouve ce prix ? Eh bien, en utilisant ce qu'on appelle la valeur statistique d'une vie humaine, chose qui est utilisée par exemple dans les administrations pour décider si on va construire une nouvelle bretelle d'autoroute,
ou s'il fallait fermer des villes pendant le Covid, en se disant, voilà, on compte le nombre de vies gagnées versus le préjudice économique ou l'investissement. Donc en fait, calculer la valeur d'une vie humaine, ça paraît difficile, mais c'est fait de manière assez routinière. Aux États-Unis, le Environmental Protection Agency estime une vie humaine à 10 millions de dollars. Même en utilisant, en ajustant cette valeur pour, en fonction du PIB des pays, on arrive, en ajustant les pertes de vie en fonction du nombre d'années perdues, etc., on arrive à ce chiffre qu'une tonne de carbone, le coût social d'une tonne de carbone, juste en termes de vie humaine, est de 37 $. C'est le chiffre que ce rapport, dont je vous ai montré la carte, conclut. Aujourd'hui, si on prend les émissions, l'empreinte carbone totale de l'Europe et des États-Unis combinées, on arrive à 14 milliards de tonnes par an. Qu'on multiplie par 37 $, on arrive au chiffre de 518 milliards de dollars par an en coûts en termes de mortalité. Alors, ce n'est pas les coûts totaux, parce qu'il y a aussi plein d'autres coûts. Les coûts en termes de productivité agricole, de pénibilité du travail, d'inondation, etc. Mais c'est juste les coûts de mortalité qui me paraissent les plus évidents que pour faire comprendre à nous tous que notre style de vie qu'on a choisi et qu'on continue à assumer est responsable pour 500 milliards de dommages en termes de vie humaine chaque année. Donc on peut prendre ce chiffre et se dire, voilà, au minimum, c'est ce que l'Europe et les États-Unis doivent aux citoyens les plus pauvres du monde. Certains sont dans des pays pauvres, d'autres sont des pays à revenus moyens. Est-ce qu'on est capable de lever cet argent ? Ou est-ce que c'est de la folie ? Est-ce que c'est un rêve ? D'abord, est-ce qu'on a montré qu'on était capable de faire face ? Alors malheureusement, notre histoire récente, en tant que monde, ne nous montre pas qu'on a été capable de montrer énormément de solidarité vis-à-vis des pays les plus pauvres. Notre histoire récente, évidemment, la plus frappante, c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Et pendant la crise du Covid, tous les pays qui ont pu se le permettre, dont vous voyez le Brésil ici, ont dépensé énormément d'argent pour soutenir, en mesure de soutien fiscal pour leur population, pour les soutenir pendant les confinements qui étaient imposés par le Covid. En moyenne, les pays riches ont dépensé 27% de leur PIB en mesures fiscales à destination de leurs citoyens. Mais les pays les plus pauvres n'ont pas été... Donc c'est le fameux « quoi qu'il en coûte ». Mais les pays les plus pauvres n'ont pas eu l'occasion de faire cela, pas parce qu'ils pensaient pas que c'était une bonne idée, mais parce qu'ils ne pouvaient pas aller sur les marchés pour emprunter, ils ne pouvaient pas emprunter vis-à-vis de leur population, donc ils n'ont pas pu le faire. Les pays les plus pauvres du monde, d'après le FMI, ont dépensé 2% de leur PIB en mesure de soutien fiscal pour leurs citoyens. J'ai fait le calcul un jour que si les États-Unis avaient voulu amener l'Afrique subsaharienne à 27%, donc le taux qu'ils ont dépensé pour eux, ça leur aurait coûté l'équivalent de 10% de ce qu'ils ont dépensé sur eux-mêmes, à peu près 4 trillions de dollars. Donc pas ridicule, mais quand même parfaitement atteignable. Et évidemment, ça n'a pas été fait. Les transferts financiers vers les pays à bas et moyens revenus pendant le Covid ont été extrêmement limités. Deuxième chose, évidemment, c'est la question des vaccins, qui, si vous vous souvenez, il y a eu un effort de créer un fonds COVAX d'achat de vaccins pour pouvoir envoyer des vaccins rapidement à d'autres pays. Les pays riches se sont immédiatement précipités sur les vaccins pour s'assurer qu'ils aient suffisamment de doses et plus. Et du coup, en septembre 2022, on arrive à une très forte différence de taux de vaccination qui persiste, mais qui a commencé dès le début, entre les pays riches et les pays moins riches. Chose qu'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur des pays, vous voyez au Brésil, où la vaccination au sud est bien supérieure que la vaccination au nord. Bien qu'au Brésil, ce soit plutôt des problèmes de demande que des problèmes d'offre.
Donc, bon, pendant le Covid, j'avais écrit avec Abhijit Banerjee une op-ed dans le Guardian pour dire c'est facile de démontrer notre solidarité vis-à-vis des pays pauvres dans le cas des vaccins. Et il faut le faire pour montrer qu'on est une planète et pour justement s'assurer qu'il y ait une collaboration sur d'autres sujets qui nous concernent tous, comme le changement climatique. Mais bon, ça n'a pas été entendu. Et de manière générale, pour ce qui concerne le climat, on a aussi beaucoup de mal à montrer notre solidarité vis-à-vis des pays pauvres. Comment ça se voit ? En 2013, à la conférence de Copenhague, il y a eu une promesse de dépenser 100 milliards, de lever 100 milliards de dollars par an pour les projets climatiques vis-à-vis des pays pauvres. Bon, ça a pris jusqu'en 2022 pour arriver à 100 milliards. Déjà, première chose. Deuxième chose, ces 100 milliards ont été essentiellement envoyés sous la forme de prêts, pas toujours concessionnels, pour des projets d'atténuation du changement climatique, pas d'adaptation ou de compensation. Donc en fait, on a prêté. Or, une tonne de carbone, c'est une tonne de carbone. Donc si une tonne de carbone est mitigée au Ghana, c'est aussi favorable pour moi que si cette tonne de carbone est mitigée en France. Ça ne change rien, puisque c'est un bien public global. Donc sur ces 100 milliards de dollars, on les a en fait prêtés aux pays pauvres pour qu'ils fassent des projets qui nous bénéficiaient directement. Premier problème. Deuxième problème, ces prêts qui ont été consentis étaient souvent assortis de conditions. Par exemple, c'est en Équateur, un projet dont Reuters, qui a fait un article là-dessus, parle de construction d'un téléphérique on a demandé qu'il fallait que ce soit des objets des Français, que ce soit un promoteur français. Donc ça, c'est une partie des 100 milliards a été dépensée pour faire un téléphérique français, qui fait travailler les Français. C'est peut-être une bonne idée de faire le téléphérique, mais en l'occurrence, il se trouve qu'il est assez vide. Et d'autre part, une grosse partie des prêts n'étaient pas du tout à taux favorable et ceux qui avaient des taux favorables, donc la France, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, avaient des fortes demandes, restrictions sur comment utiliser les sous. Donc sur ces 100 milliards, on n'a pas réussi à les envoyer. 2, dans la mesure où on les envoyait, c'était des prêts. 3, c'était que pour faire de la mitigation. Et 4, c'était soit avec des restrictions très fortes pour acheter des produits des personnes qui les donnaient, ou à des taux de marché, tout simplement. Donc, bon, on n'a pas vraiment démontré qu'on arrivait à grand-chose. Bon, évidemment, il y a eu, dans la COP28, le fonds pertes et dommages. Est-ce que c'est un grand succès ? C'est un grand succès de l'avoir créé, mais dans le fonds pertes et dommages, aujourd'hui, il y a 700 millions de dollars. Donc, il manque 3 zéros sur ce qu'il faudrait. Il faudrait 500 milliards de dollars par an. On a 700 millions de dollars en stock. Donc, on voit bien qu'on n'est pas arrivé où on devait être. Pourquoi c'est le cas ? Eh bien, il y a un gros conflit au sujet de ce fonds pertes et dommages a failli ne pas exister parce qu'il y a un gros conflit entre les pays à bas et moyens revenus qui disent « Écoutez, cet argent, ce n'est pas de la charité, vous nous le devez. Donc, il faut que vous mettiez en place une obligation de paiement au fonds qui a été absolument refusée par les pays riches. Et les pays riches qui disent non, on va pas le faire. Donc pour résoudre cette impasse, disons, politique, où c'est très difficile pour les pays riches de convaincre, les pays riches n'accepteront jamais une obligation, surtout quand on ne connaît pas la taille de la facture, c'est absolument impossible que les pays riches acceptent de signer un chèque en blanc. Première chose. Deuxième chose, malheureusement, si les transferts sont volontaires, eh bien, il faut retourner auprès des parlements et obtenir une autorisation. Et ce n'est pas vraiment dans l'air du temps en ce moment d'envoyer de l'argent dans les difficultés budgétaires qu'ont beaucoup de pays comme le mien, par exemple. Ce n'est pas vraiment le moment où on va se dire on va faire des transferts vis-à-vis des pays pauvres pour la compensation. Donc, la seule manière de parvenir à remplir un fonds pertes et dommages dans la mesure qui est nécessaire, c'est de trouver de nouvelles sources de financement qui soient pérennes, qui soient justes, et si possible, qui donnent un petit peu d'incitation le long du chemin. Alors, comment faire ça ?
On pourrait se dire, ben voilà, on va imposer une taxe carbone, soit mondiale, soit dans les pays riches, dont les revenus seraient utilisés pour financer les pays pauvres. Techniquement, c'est séduisant. Politiquement, c'est très, très difficile à faire. Ou on peut se dire, voilà, les personnes, les citoyens, y compris dans les pays riches, et d'ailleurs dans les pays pauvres, ne contribuent pas également. On l'a vu, là, il y a une inégalité de contribution, même à l'intérieur de chaque pays. Est-ce que ça ferait sens que ce soit, du coup, les personnes qui contribuent en quelque sorte indirectement le plus au changement climatique, qui contribuent le plus? Et pour ça, j'ai proposé, comme le disait le consul, de réfléchir sur 2 pistes, les 2 étant s'appuyant sur les progrès considérables qui ont été faits dans le multilatéralisme fiscal, qui aujourd'hui nous avons déjà, les pays ont déjà signé, 137 pays ont déjà signé un accord de taxation minimale des plus grosses corporations multinationales. Ça pèse sur à peu près 200 corporations multinationales. Cette taxation minimale a été fixée à 15%. Mais le taux initial qui avait été proposé par les États-Unis et la France était de 21%. Donc si on passait de 15 à 21%, cet argent-là rapporterait à peu près 300 milliards de dollars. Par ailleurs, Gabriel Zucman de EU Tax Observatory a publié un rapport avant-hier, je crois, à la demande de la présidence de la présidence brésilienne du G20 pour une proposition de taxation des 3000 personnes les plus riches du monde, qui aujourd'hui sont extraordinairement peu taxées. La proposition de taxation est très très faible, c'est 2% de leur richesse, et ça vient à compenser le fait qu'ils payent très peu d'impôts sur les revenus, mais pas plus. Donc ce n'est pas une taxation au-delà de ce que font le reste du monde. Ça pourrait lever 250 milliards de dollars. Donc combiné, on arriverait exactement à ce qu'il nous faut. Je tiens à dire que c'est contrairement à l'idée d'augmenter les impôts, qui en général est une proposition qui n'est pas très populaire, ça c'est une proposition très populaire. 85% des Européens sont en faveur de taxer les millionnaires pour les pays pauvres, pour les pays à bas revenus, et 69% des Américains. Et pourtant, les Américains, quand on leur demande ce qu'ils pensent d'un impôt, en général, ils sont toujours contre. Et là, c'est les millionnaires, alors que la taxe, c'est pas pour les millionnaires, c'est pour les milliardaires qui sont beaucoup plus riches que cela. Est-ce que c'est impossible? Pas forcément. Il y a un grand momentum derrière cette proposition, avec, je dois dire, le leadership brésilien qui, j'en profite pour le dire, est quand même au-delà même de cette proposition, est un exemple pour un nouveau leadership du G20 qui serait avec les pays à moyen revenu et pas seulement les pays les plus riches. Donc on voit que même à Davos, ils commencent à en parler. Des milliardaires et des millionnaires ont demandé à Davos qu'on les taxe. Donc il y a une possibilité que ça passe. Les ministres allemands, brésiliens, africains, espagnols, il y a un consensus qui est en train de se créer autour de cette idée. Donc elle n'est pas impossible. Et je tiens à dire que ce n'est pas obligé que tout le monde le fasse en même temps. Donc même si les États-Unis n'arrivaient pas à le faire, le reste du monde pourrait le faire quand même. Alors si on arrive à faire ça, comment dépenser cet argent? Là aussi, il y a un peu un conflit entre les pays plus pauvres qui disent c'est notre argent, donc c'est à nous de le gérer, et les pays plus riches qui disent ah non, pas du tout, pas si vite, on va le mettre à la Banque mondiale qui sauront le gérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque mondiale est un suffrage censitaire, puisque les votes à la Banque mondiale dépendent de combien d'argent vous investissez à la Banque mondiale. Donc en fait, de dire qu'on met les sous à la Banque mondiale, c'est de dire ouais, cet argent, c'est pour la compensation, mais on va le gérer quand même, nous. Pour l'instant, les pays pauvres ont perdu là-dessus aussi, et le fonds est à la Banque mondiale. Mais ils ne sont pas du tout contents, donc du coup, il y a un conflit là aussi, et ça aussi, ça réduit les capacités de lever les fonds. Ma proposition, c'est de dire, oubliez qui doit gérer le fonds, demandez-vous ce qu'il faut en faire, et en particulier, repensons à pourquoi on voudrait un fonds. On voudrait un fonds pour compenser les citoyens les plus pauvres du monde du fait qu'ils souffrent directement du changement climatique. Donc oublions où ils habitent, leur gouvernement, etc.,
et allons directement vers ces personnes pour leur donner des transferts financiers qui pourraient être par ailleurs liés à l'expérience directe du changement climatique. Donc, qui pourraient être automatiquement liés au fait qu'il fasse chaud, par exemple, certaines périodes, ou qu'il y ait une inondation, ou qu'il y ait un autre événement. Aujourd'hui, on a de la recherche. Aujourd'hui, d'abord, beaucoup de gens sont connectés. Vous en avez l'expérience au Brésil. On a une recherche qui a commencé avec Bolsa Familia et qui s'est continuée. Il y a 130 papiers de recherche qui ont été revus récemment qui montrent que les gens utilisent cet argent très bien et que les transferts financiers sauvent des vies et des moyens de vie. Et donc, c'est quelque chose qui est faisable. Au Brésil, vous êtes en possibilité de prendre le leadership sur ce sujet pour montrer que c'est faisable et que c'est utile, des données administratives excellentes, un système de paiement digital qui est développé et le concept qui existe déjà de calamité publique qui permettrait sur lequel on pourrait s'appuyer pour construire le principe. Donc, je vous encourage à encourager les différentes administrations, des États, des municipalités, etc., de piloter ce genre de système qui pourrait vraiment être un exemple pour le monde. Et évidemment, pas pour prêcher pour ma paroisse, mais nous sommes là pour piloter ces innovations à JPAL, pour en montrer l'efficacité, pour que ce soit adopté plus largement. Sur ces mots, je vous remercie et je voudrais demander justement à l'équipe de JPAL, qui est derrière beaucoup ce travail, de me rejoindre pour vous saluer en même temps que moi. Oh, je